Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Philippe Gaillard, Génération Algérie, Mémoire d'un Kidam 2015. Mustapha Aeri Achier, Les relations extérieures franco-algériennes à l'épreuve de la reconnaissance, de 1962 à nos jours, 2015. Shadia Chamberssami, Répression de manifestants algériens 2015. Mohamed Anouar Mog Achiera, L'Égypte en marche. Les atouts, les espoirs et les défis 1952 à 2015. Mohamed Arakat, Les paradoxes de la gouvernance de l'État dans les pays arabes 2015. Mohamed Germouni, Le protectorat français au Maroc. Un nouveau regard 2015. Guillaume Denglos, La revue Maghreb, 1932 à 1936. Une publication franco-marocaine engagée, 2015. Michel Cornaton, Nelly Forget et François Marquis, Guerre d'Algérie, ethnologue de l'ombre et de la lumière 2015. Saïd Morabit, L'économie politique de la production législative au Maroc, 2015. Raymond Nart, Histoire intérieure de la rébellion dans les Aurès, Adjoul, 2015. Fawzi Rouzek, Le groupe d'Oujda revisité par Chérif Belkacem 2015. Geneviève Gousssaudf-Algas, Le consulat de France à Tunis au XVIIe et XVIIIe siècle, 2014. Frédéric Harymbat, Les Européens d'Afrique du Nord dans les armées de la libération française, 1942 à 1945, 2014. Maurizio Valenzzi, J'avoue que je me suis amusé, Itinéraire de Tunis à Naples, 2014. Mustapha Besbes, Jamel Chahed, Abdelkader Hamdan Dir, Sécurité hydrique de la Tunisie. Gérer l'eau en conditions de pénurie, 2014. Abdelmajid Bedoui, Grandeur et misère de la révolution tunisienne, 2014. Ouvrage du même auteur. Waterloo, origine et enjeux, Paris L'Harmattan, 2011. Waterloo, 18 juin 1815, Grouchy est-il responsable de la défaite? Paris, Lem édite 2015. Toutes les cartes en couleur, soit de 1 à 7, sont de M. Denis Arquet des éditions Quatuor. John Elting, Vincent Esposito, Les guerres napoléoniennes 1796 à 1815, Saint-Didier de Charpey, édition Quatuor. Les dernières cartes, en noir et blanc, sont issues du livre Jean Tranier et J.C. Carminiani, Bonaparte, la campagne d'Égypte, Paris, Pygmalion 1988. Remerciements. Je souhaite remercier très sincèrement M. Denis Arquet des éditions Quatuor pour l'utilisation des cartes, ainsi que Mme Élodie Lefort de la Fondation Napoléon pour son généreux concours. Toute ma reconnaissance va également à ma mère, qui a relu mon manuscrit afin de me donner son avis toujours très apprécié. Introduction. De la campagne d'Égypte, Jacques Bainville a écrit « Napoléon n'a jamais entrepris rien d'aussi aventureux, ni de plus extravagant, pas même la campagne de Russie. » Prononcé en raison de la perte de la flotte dans la baie d'Aboukir et aussi de l'échec subi devant les murs de Saint-Jean d'Acre, ce jugement a été repris par de nombreux historiens. Certes, lorsqu'on regarde froidement les tragiques événements qui ont ponctué cette campagne, il est bien difficile d'en tirer une autre conclusion. Or, il nous faut revoir ce jugement et le relativiser, car si la perte de la flotte dans la baie d'Aboukir constitue un événement déterminant qui aura des impacts funestes sur la marine française au cours de la décennie qui va suivre, il n'est pas juste de prétendre que cette expédition fut un échec total. Mais n'anticipons pas, car avant toute chose, il nous faut d'abord identifier les principaux instigateurs de cette aventure. Aujourd'hui encore, la croyance veut que le Directoire en soit le principal responsable, que certains de ses membres, tels Barras, aient poussé Bonaparte vers l'Égypte afin de s'en débarrasser. S'il est incontestable que certains de ses membres estimaient qu'il devenait de plus en plus encombrant, il n'est pas vrai qu'ils ont saisi l'occasion pour le déporter. À la lumière des documents que j'ai eus sous les yeux,
Il est incontestable que Bonaparte et Talleyrand n'ont pas ménagé leurs efforts pour convaincre ce gouvernement du bien-fondé du projet qu'il proposait, puisqu'il s'agissait tout de même de transporter 50 000 hommes à l'autre bout de la Méditerranée sur une terre connue uniquement des marchands et de quelques obscurs diplomates. On comprendra donc les réticences que pouvait susciter un tel projet au sein même du Directoire. Pour emporter la décision, Talleyrand et Bonaparte ont dû présenter et faire valoir tous les avantages que la République pourrait en retirer au niveau économique et stratégique. Lorsqu'on lit le rapport de Talleyrand sur l'Égypte et les arguments de Bonaparte afin de convaincre le Directoire d'entériner l'expédition, on est frappé par l'ignorance dont ils ont fait preuve sur l'environnement de ce pays, et cela tant sur le plan social que politique. Si la conquête du Caire s'est révélée somme toute aisée, se maintenir dans le pays fut un casse-tête permanent. D'abord, pour garder le contrôle sur une population des plus remuantes, Bonaparte a dû composer avec les élites politiques et religieuses du pays. Cela était d'autant plus vital que, même s'il a réussi à vaincre les Mamelouks lors de la bataille des Pyramides, ces derniers n'ayant pas été détruits, ils furent en mesure, avec le soutien de la population locale, de lui mener une guerre sans merci sur l'ensemble du territoire. De plus, en raison de la destruction de la flotte dans la baie d'Aboukir, désastre dont Bonaparte porte une part certaine de responsabilité, celui-ci a vu l'Empire ottoman déclarer la guerre à la France. Ainsi, écartelé entre la Haute-Égypte, la Basse-Égypte et la Syrie, le corps expéditionnaire s'est retrouvé engagé, comme l'avait prédit Volney en 1788, dans une guerre permanente et totale contre les Anglais, les Mamelouks, les Turcs et les musulmans. Afin de contrer une telle résistance, la question déjà formulée par Jean Tullard dans son livre Napoléon et le mythe du Sauveur, est de savoir comment la conquête puis l'occupation de l'Égypte ont pu être menées avec si peu d'hommes. Pour y répondre, il est d'abord indispensable d'étudier la composition du corps expéditionnaire dont les soldats étaient tous des vétérans des campagnes d'Italie et d'Allemagne. D'entrée de jeu, ceux-ci avaient une grande expérience des combats et faisaient toujours preuve d'une discipline exceptionnelle lorsque la situation le commandait. Toutefois, même si beaucoup d'entre eux avaient pour habitude de grogner ouvertement leur impatience en raison des pires difficultés qui leur étaient imposées, ils étaient d'une endurance exceptionnelle et savaient se débrouiller avec les ressources du terrain. Pour ces hommes, le climat rencontré en Égypte était nouveau. Le jour, sous le soleil brûlant dans leurs uniformes de laine, ils mouraient de chaleur et de soif alors que la nuit, ils n'étaient certes pas épargnés par le froid glacial du désert. Il faut ajouter à cela les maladies telles la dysenterie, l'ophtalmie, la fièvre jaune et la peste bubonique dont les ravages furent déterminants sur le déroulement des opérations en Syrie. Parallèlement, à l'image des hommes qu'ils commandaient, les officiers étaient eux aussi très compétents et capables de supporter les pires épreuves. Ayant commencé leur carrière au bas de l'échelle, ils se sont tous distingués sur les champs de bataille de la Révolution avant d'atteindre les plus hautes responsabilités. Bonaparte savait qu'il commandait la meilleure armée d'Europe. Mais contrairement à eux, et cela malgré tout le courage qu'ils ont déployé lors des combats, les Mamelouks, les Arabes et les Turcs ne furent pas en mesure de défier victorieusement ces soldats rompus à la guerre moderne. Si leur rencontre sur le champ de bataille fut un choc entre deux civilisations, il le fut aussi entre deux conceptions tactiques dont l'une, celle des Mamelouks, profondément archaïque, sera la cause de leur chute. Comme il aimait à le dire lui-même, Bonaparte était l'homme du calcul sec et de fait, il ne reculait devant aucun procédé, même les plus contestables, pour atteindre le but qu'il s'était fixé. Afin de mater une population qui lui était hostile, et assurer sa domination sur l'Égypte, il a employé de terribles mesures de répression. En plus des exécutions massives de prisonniers, les colonnes mobiles instituées par lui avaient pour mission de répandre délibérément la terreur dans le delta. Ces dernières brûlaient, pillaient et massacraient les habitants des villages jugés dissidents. D'un autre côté, afin de régler ces problèmes d'argent causés par une fiscalité déficiente, il n'a pas hésité à employer des mesures spoliatrices. Emprunts forcés, réquisitions arbitraires et extorsions furent les expédients utilisés pour remplir les caisses de l'armée. Mais s'il ne faut pas juger des procédés et des actions de cette époque en fonction de nos critères actuels, ces méthodes auront tout de même comme conséquence immédiate d'élargir, et cela de façon irrémédiable, le fossé entre Bonaparte et le peuple. Ainsi,
Malgré le fait qu'il se pose en protecteur de l'islam et crée le Diwan, une assemblée de 9 dignitaires locaux qui, en apparence, l'aident à gouverner le pays, il ne réussira pas à séduire ce peuple hostile qui n'attend que l'occasion de se révolter. Il la saisira rapidement, et cela se traduira par la révolte du Caire provoquée en grande partie en raison de la nouvelle politique fiscale de Bonaparte et de la déclaration de guerre de l'Empire ottoman à la France. Toujours dans l'accomplissement de cette politique de collaboration dont le succès n'était guère assuré, Bonaparte a cependant réussi à se rallier les Coptes qui étaient essentiels au fonctionnement de l'appareil administratif et fiscal du pays. En raison de la pénurie d'argent qui ruinait son administration, cette communauté représentait un intérêt stratégique non négligeable. Les Coptes étant des chrétiens et par le fait même, considérés comme des citoyens de seconde catégorie par les Mamelouks, il n'a eu aucune difficulté à se les rattacher. Il les nommera à des postes clés, moyennant de généreux émoluments. De cette façon, il a pu s'assurer de leur loyauté et surtout des rentrées d'argent qui toutefois ne seront pas suffisantes pour combler tous les besoins de l'armée. En dernier lieu, bien que cela puisse paraître curieux en dépit du fait que cette aventure s'est mal terminée, la campagne de Syrie a tout de même permis aux Français de se maintenir en Égypte. Menacé de tous les côtés à la fois, Bonaparte a pris l'initiative d'entrer en Syrie afin de détruire séparément ses ennemis. Il ne pouvait attendre que les Turcs effectuent un débarquement à Aboukir, alors qu'une autre armée menaçait d'envahir l'Égypte par le Sinaï. Les historiens ayant étudié cette campagne se sont beaucoup concentrés sur l'échec du siège de Saint-Jean d'Acre, ainsi que sur les ravages de la peste bubonique dans les rangs de l'armée. Cependant, les victoires remportées sur le champ de bataille et la politique de la terre brûlée ordonnée par Bonaparte pendant la retraite lui ont permis de détruire les ressources logistiques et militaires des Turcs en Syrie, ce qui a eu comme conséquence immédiate de sécuriser pour un temps du moins le front du Sinaï. Cela était d'une importance capitale, car il ne faut pas oublier qu'au même moment, alors qu'une partie de l'armée est engagée en Syrie, Decet faisait campagne en Haute-Égypte afin de détruire Mourad Bey qui avait pour lui une large partie de la population. Insaisissable, disposant de forces considérables et connaissant le territoire comme le fond de sa poche, le chef mamelouk constituait un danger certain pour les arrières de l'armée française. Ce n'est qu'après de longs mois d'une campagne très éprouvante, campagne menée contre les mamelouks et la population, que Decet va réussir à s'imposer dans cette région. En somme, après avoir complété sa domination sur l'Égypte et écarté toutes les menaces du côté de la Syrie et de la Haute-Égypte, Bonaparte n'avait plus qu'un ennemi en face de lui lorsque les Turcs débarquèrent dans la baie d'Aboukir le 12 juillet 1799. Pascal Cyr, Sherbrooke, le 1er mai 2014. Chapitre 1 L'Égypte, une alternative séduisante pour la France et pour Bonaparte. Lorsqu'on parcourt les ouvrages qui traitent de la campagne d'Égypte, on constate que les contemporains de Bonaparte et les historiens ayant écrit sur le sujet ont souvent amené la raison quelque peu réductrice que cette expédition ait été approuvée par le Directoire uniquement pour se débarrasser du vainqueur d'Italie. Effectivement, le jeune général dont la popularité ne cesse de croître depuis le traité de Campo Formio devient une menace grandissante pour le Directoire. Certains de ses membres, principalement Barras, sont alors très anxieux de le voir partir pour une mission qui l'éloignerait définitivement de Paris. Mais d'un autre côté, en partie inspiré par ses lectures de jeunesse alors qu'il était en garnison en Auxonne et à Valence, Bonaparte éprouve une étrange attraction pour l'Orient. De plus, il sent qu'il est temps de quitter la capitale, car s'il y demeure plus longtemps, du moins le pense-t-il, son avenir politique peut s'en retrouver gravement compromis. Mais si Bonaparte caresse des rêves de gloire en Orient et cela depuis fort longtemps, il ne mésestime pas les objectifs logiques de cette expédition. Dans un premier temps, il sait que la marine française n'est pas en mesure, comme le voudrait le Directoire, d'effectuer un débarquement en Angleterre. Dans un deuxième temps, Talleyrand et lui croient sincèrement que la France peut retirer des bénéfices commerciaux substantiels en s'établissant en Égypte puisqu'elle se situe au carrefour de l'Orient et de l'Occident. De là, il serait possible de menacer directement les comptoirs anglais établis aux Indes et peut-être même de les en chasser. L'île de Malte est aussi un objectif non négligeable. Par le truchement de Poussielgue, premier secrétaire de la légation de la République française à Gênes,
Il sait qu'il y a des richesses à rafler et de plus, sur le plan géostratégique, la prise de Malte pourrait assurer à la France la domination de la Méditerranée, ce qui lui permettrait de maintenir son commerce dans cette région. Un Bonaparte, un homme ambitieux et logique. En étudiant le processus de réflexion qui a amené Bonaparte à se convaincre de la pertinence d'entreprendre une expédition en Égypte, on découvre que beaucoup de ses propres paroles transcendent effectivement son ambition. Alors en exil à Sainte-Hélène, Napoléon décrit avec exactitude, lors d'une entrevue avec Lacaze, ce qui l'a amené à faire de la politique et y jouer un rôle d'importance. Ce n'est qu'après Lodi qu'il me vint l'idée que je pourrais devenir après tout un acteur décisif sur la scène politique. En Italie déjà, l'esprit de Napoléon est envahi par le goût du pouvoir et il ambitionne de l'exercer. Alors qu'il se trouve toujours en Italie, il se considère comme un véritable proconsul. Il gouverne le nord du pays d'une main de fer, détruisant et bâtissant des États. Il s'habitue à l'exercice du pouvoir. Mais cela ne semble pas lui suffire. Il sait que sa position n'est que temporaire et que le Directoire, miné par sa propre instabilité politique, peut le rappeler à chaque instant. Or, sa nature bouillante lui interdisant de rester inactif, il rêve d'une autre mission qui l'affranchirait de la mainmise des avocats de Paris. En voyage d'inspection à Ancône, le 15 février 1797, il précise sa pensée dans une lettre au Directoire. Il y déclare : « On va d'ici à Constantinople en 10 jours. Il faut que nous conservions le port d'Ancône à la paix générale et qu'il reste toujours français. Cela nous donnera une grande influence sur la porte ottomane et nous rendra maîtres de la mer Adriatique, comme nous le sommes, par Marseille et l'île de Corse, de la Méditerranée. » Dès son entrée dans le port d'Ancône 10 jours auparavant, soit le 5 février 1797, les témoignages affirment que Bonaparte s'est précipité vers la mer. Il aurait regardé celle-ci longuement. Debout à l'extrémité du môle qui s'avance vers le large, il croit apercevoir à travers la brume le pays d'où Alexandre est parti pour conquérir l'Asie. Généralement, les auteurs privilégient le sentiment passionnel au détriment du pragmatisme qui, selon moi, traduit davantage les motivations de Bonaparte. Mais bien que la passion l'anime très certainement, il n'en demeure pas moins que ses actes diplomatiques et militaires reposent sur un solide processus d'analyse intellectuelle. De fait, lors des préliminaires de Léoben le 18 avril 1797, dans le but initial de préserver les possessions acquises sur l'Adriatique, c'est-à-dire Corfou, Zante et la Céphalonie, il cède, et cela sans même consulter le Directoire, la ville de Venise à l'Autriche. Bien que cette restitution permette à la France de se maintenir sur la rive gauche du Rhin, puisqu'il s'agit là d'un échange entre les deux puissances, Bonaparte oriente la politique de la France vers le bassin méditerranéen. À ce titre, l'historienne Michel Battesti écrit : « C'est oublier que Bonaparte est originaire de Corse, une île au destin étonnant au cœur de la Méditerranée occidentale, mais également très impliquée en Méditerranée orientale par le truchement de certains de ses nationaux. Il suffit de rappeler que les Corses ont combattu les Ottomans, participation à la bataille de Lépante, incorporation dans l'ordre de Malte, ou commercer avec eux, rôle prépondérant lors des capitulations de 1536, Samson Napoléoni, consul de France à Alep en 1615, association commerciale avec les Marseillais gouvernant l'échelle d'Égypte au nom de la couronne de France. Et de conclure, de par ses origines, en 1798, Bonaparte n'a pas une vision européenne de la politique, mais méditerranéenne. Il est cependant utile de préciser qu'à ce moment, celui-ci a perdu toutes ses illusions de jeunesse sur la Corse et que, par conséquent, ses pensées sont entièrement tournées vers la France. Mais pour lui, comme l'a écrit Michel Battesti, les intérêts économiques et stratégiques de la France passent par une extension de son influence dans le monde méditerranéen, donc par l'Orient, là où les grandes destinées se construisent. Ainsi, après avoir signé les préliminaires de Léoben, Bonaparte s'enferme dans son quartier général de Passeriano avec Monge, Desaix, Bourrienne et quelques autres de ses plus proches collaborateurs. Au cours de cet été-là, il fait venir de Milan les livres de la bibliothèque ambrosienne concernant l'Orient et comme à son habitude, il annote frénétiquement les passages qui touchent à l'Égypte. Il dispose alors d'un corpus collationné depuis plus de 2 décennies. Son raisonnement est méthodique, et il évolue de façon progressive au cours des mois.
Rappelé pour diriger l'expédition contre l'Angleterre, il se rend compte que cette dernière est irréalisable. D'autres historiens comme la Jonquière ont affirmé qu'il a fait preuve de mauvaise volonté dans l'élaboration de cette affaire, et qu'il pensait déjà à son projet oriental. Mais après avoir minutieusement inspecté les préparatifs d'une future invasion de l'Angleterre, Bonaparte a pris conscience de l'impossibilité de cette entreprise. Et de ce fait, à la lecture de l'ensemble des rapports relatifs à cet objet, on s'aperçoit qu'il s'est investi totalement dans cette mission. Sur cette question, Georges Lefebvre a écrit avec justesse : « Quand on donna à celui-ci comme pâture l'expédition d'Angleterre, pendant un moment, le rêve d'Orient s'effaça de son esprit. Mais quand il a vu que l'affaire n'était pas sûre, il est revenu à l'Orient. » Après avoir constaté l'impossibilité de mener à bien ce projet, il rédige plusieurs lettres au Directoire concernant l'éventualité d'une expédition en Égypte. Par la suite, plusieurs historiens et contemporains de Bonaparte ont conclu que l'expédition lui avait envahi l'esprit et qu'il souhaitait la réaliser uniquement pour satisfaire ses ambitions personnelles. Indubitablement, Bonaparte a fait plusieurs déclarations en ce sens. « Si je reste plus longtemps sans rien faire, je suis perdu. Une renommée en remplace une autre. On ne m'aura pas vu 3 fois au spectacle que l'on ne me regardera plus. » Mais s'il est assoiffé de gloire afin d'assouvir ses ambitions politiques, Bonaparte ne perd pas de vue les objectifs logiques de cette expédition. Le 16 juin 1797, il rédige une lettre au Directoire qui définit l'essence même de son orientation stratégique. Les temps ne sont pas éloignés, où nous sentirons que pour détruire véritablement l'Angleterre, il faut nous emparer de l'Égypte. Le vaste empire ottoman, qui périt tous les jours, nous met dans l'obligation de penser de bonne heure à prendre les moyens pour conserver notre commerce du Levant. 120 ans avant son morcellement définitif au profit des puissances occidentales, il souhaite profiter de la faiblesse de l'Empire ottoman afin de s'installer solidement en Orient. À cette époque, plusieurs rapports démontrent et exposent la conjoncture critique de cet empire aux abois. Alors, que penser de cet homme ? Est-il ambitieux ? Assurément. Est-il prêt à sacrifier la flotte française, les meilleurs scientifiques de France ainsi qu'une armée de 36 000 soldats et 10 000 marins afin de satisfaire uniquement ses ambitions politiques ? Assurément pas. Un homme aussi méthodique que Bonaparte n'aurait jamais entrepris une expédition de cette envergure, sans en avoir étudié tous les facteurs. Du moins, ceux qu'il lui était possible d'analyser. Généralement, les auteurs se méprennent sur l'homme. Ils oublient trop souvent que Napoléon est un concret, qu'il est terriblement réaliste et cynique dans sa façon de faire et de penser la politique. Car dans les faits, même si cette aventure nous semble aujourd'hui des plus folles, une aberration comme l'ont dit certains, il croit fermement que la France et lui-même vont pouvoir en tirer des profits plus que substantiels. Qu'ils soient militaires, savants ou politiciens, tous croient pouvoir saisir l'opportunité d'y faire fortune. Bien des années plus tard, alors qu'il se trouve à Sainte-Hélène, l'empereur déchu explique à Bertrand les principales motivations de cet engouement soudain pour l'Orient. « Je n'aurais pas fait l'expédition d'Égypte, si je n'avais pas été trompé sur les richesses du pays. Je croyais trouver là 300 millions, et tout le monde le croyait comme moi. Les savants même n'y sont venus que dans cette pensée. Qui n'aurait pas cru Magalon, qui avait résidé 20 ans dans ce pays ?» Dans ses mémoires, Niello Sarghi confirme les propos de Bonaparte. Des spéculateurs dévoraient l'avenir pour grossir leur fortune. Chacun concevait les plus beaux projets sur cette expédition fameuse. C'était de la gloire à acquérir pour les uns, pour les autres de la richesse. Quant au Directoire, plusieurs témoignages nous confirment que certains de ses membres, tels Barras et la Revellière-les-Paux, souhaitent se débarrasser de l'embarrassant héros d'Italie. Mais comme Thierry Lintz l'a judicieusement fait remarquer, les membres du Directoire ne sont pas assez insensés, ni assez irresponsables pour expédier sur les sables du désert égyptien les meilleurs soldats de France et une bonne partie de la communauté scientifique dans le seul et unique but d'éloigner un homme. Nous savons aujourd'hui que le Directoire n'a jamais envisagé sérieusement une expédition en Orient. Lors de la rédaction de ses mémoires, la Revellière a écrit : « L'idée n'en était jamais venue au Directoire, ni à aucun de ses membres. Lorsque le projet de l'expédition d'Égypte fut discuté avec Bonaparte dans le Directoire, quelques-uns de mes collègues et moi nous lui fîmes les objections. Il trouva réponse à tout.
Je n'en persistai pas moins dans mon opinion, celle de ne pas tenter une aventure aussi hasardeuse. On constatera que seuls les facteurs économiques et stratégiques comptent dans le processus décisionnel de toute cette affaire. La Revellière le confirme à nouveau. La majorité se laissa entraîner par l'assurance que le général donnait d'une entière réussite, et par les brillants résultats qu'on s'en promettait. L'expédition fut résolue. Par le truchement de leurs différents mémoires, il va de soi que les membres du Directoire tentent de se disculper de l'accusation d'avoir outrageusement déporté Bonaparte. Cependant, je penche résolument pour la version donnée par la Revellière puisque les différentes sources semblent prouver ces affirmations et de fait, on constatera que c'est Bonaparte et Talleyrand qui ont forcé la main du Directoire. Somme toute, dans leurs esprits, les espoirs d'une fortune rapide ne vont-ils pas de pair avec les impératifs stratégiques et économiques du pays ? Poser la question, c'est évidemment y répondre. 2. L'Égypte, le seul endroit possible pour frapper l'Angleterre. Depuis la signature du traité de paix de Campo Formio, 17 octobre 1797, qui met fin à la première coalition, le Directoire est confronté aux mêmes difficultés stratégiques que rencontra la France lors des guerres précédentes. Comment traverser la Manche et vaincre l'Angleterre ? Si on envisage d'abord d'y débarquer, on se rend à l'évidence que la marine française n'a plus la prétention de s'opposer à la Royal Navy. Malgré ces problèmes de mutinerie qui se prolongent du 4 février 1797 à la fin mai de la même année, celle-ci conserve tout de même la suprématie des mers. Devant cet obstacle de taille qui barre la Manche à la marine française, on cherche une solution de rechange. Les membres du Directoire savent que la Royal Navy dépasse en qualité et en quantité la flotte française et celle de ses alliés espagnols et hollandais, qui furent respectivement battus lors des batailles du Cap Saint-Vincent et de Camperdown. Suite à ces deux défaites, l'Espagne et la Hollande ne sont plus en mesure de soutenir l'invasion de l'Irlande projetée par le Directoire et encore moins une éventuelle invasion de l'Angleterre. D'après les termes de la Convention de Madrid, l'Espagne devait fournir à la marine française 15 vaisseaux, 6 frégates et 4 corvettes. À première vue, les effectifs promis par l'Espagne pouvaient paraître importants, mais les équipages espagnols sont incomplets et de qualité médiocre. Quelques jours après la bataille du Cap Saint-Vincent le 14 février 1797, voici en quels termes l'amiral Nelson parle des carences de la flotte espagnole. Les Espagnols font de beaux navires, mais ils ne feront pas aussi facilement des hommes. Leur flotte n'a que de mauvais équipages et des officiers pires encore. D'ailleurs, ils sont lents et manquent d'activité. Il en va de même pour la Hollande. Lors de la bataille de Camperdown, la Royal Navy a donné un nouvel exemple de sa très grande supériorité. Le 11 octobre 1797, c'est-à-dire quelques mois seulement après avoir défait les Espagnols, la Royal Navy élimine la flotte hollandaise du théâtre des opérations navales. Tout comme l'Espagne, la Hollande se retrouve dans l'incapacité absolue de participer à la descente en Angleterre. En ce qui concerne la France, sa situation navale n'est guère plus brillante. Depuis la bataille de Groix, qui s'est déroulée le 21 juillet 1795, elle n'est plus en mesure de provoquer des combats de ligne avec la Royal Navy. De plus, les pertes françaises n'ont cessé de s'aggraver depuis le début de cette guerre. Pour illustrer la situation, voici un tableau qui nous dresse le portrait des pertes de la flotte française face à son homologue britannique. Tableau I. Pertes franco-anglaises, du 1er janvier 1793 au 31 décembre 1797. Voyant la teneur de la situation stratégique qui désavantage la France, le Directoire se doit de trouver une solution de rechange. L'invasion de l'Angleterre demeure à ce moment la seule alternative. Mais suite aux déconvenues de ses alliés, les directeurs se rendent à l'évidence qu'ils n'ont plus les moyens de concrétiser cette politique. Par ailleurs, la réussite d'une telle opération repose essentiellement sur la maîtrise de la Manche, mais par contre, comme on le sait déjà, ce facteur n'est plus à la portée de la marine française. De son côté, ayant pris note de tous les problèmes qui accablent la flotte, Bonaparte, qui étudie le projet de descente en Angleterre, conclut que cette opération est trop risquée. Il déclare à Bourrienne : « Ce coup de dé est trop chanceux. Je ne le hasarderai pas. » Ensuite, il écrit à Barras pour lui faire part de sa pensée plus en détail. Quelques efforts que nous fassions,
nous n'acquérons pas d'ici à plusieurs années la supériorité des mers. Opérer une descente en Angleterre sans être maître de la mer est l'opération la plus hardie et la plus difficile qui soit. Mieux vaudrait remplacer un débarquement en Angleterre par une expédition dans le Levant, qui aurait l'avantage de menacer le commerce britannique aux Indes. En raison des défaites successives des principaux alliés de la France, Bonaparte sait que la descente en Angleterre est désormais irréalisable. Dans cette optique, il souhaite vaincre la résistance des directeurs et pour ce faire, il choisit ce moment pour leur asséner un argument logistique peu contestable. Que nous soyons en paix ou en guerre, il nous faut 40 ou 50 millions pour réorganiser notre marine. Bien sûr, le Directoire ne possède pas de telles sommes afin d'équiper la marine, car dans l'immédiat, il faut impérativement réapprovisionner l'armée dont plusieurs milliers de soldats n'ont pas été payés et habillés depuis des mois. En outre, il ne faut pas oublier que Bonaparte repose essentiellement ses conclusions sur les comptes rendus qu'il a reçus de Kléber et de Say. Au cours de leur tournée d'inspection sur les côtes de Bretagne et de Normandie, ces derniers ont conclu à l'impossibilité de préparer et d'exécuter un tel projet en raison du délabrement évident de la flotte. À leurs avis, cette dernière ne peut entreprendre la traversée de la Manche sans courir les pires dangers. Voici un tableau présenté par l'historienne Michel Battesti qui, au niveau géostratégique, nous montre la disposition des forces navales françaises et britanniques dans les mers entourant l'Europe. Tableau 2. Forces navales des belligérants au début de 1798. Donc, lorsque Bonaparte parle d'un coup de dé trop chanceux, il désigne les données énoncées à l'intérieur de la colonne atlantique qui se traduit comme suit: 34 pour l'Angleterre et 37 pour la France. Sur le papier, les chances sont à peu près équivalentes. Mais en réalité, les Britanniques bénéficient d'une supériorité très nette sur le plan qualitatif. Cette donnée est d'autant plus significative que moins de la moitié des navires français ancrés dans les ports de la Manche ne sont pas en état de prendre la mer. Sur le plan de la qualité des officiers, contrairement à son homologue britannique, la flotte française a suivi le chemin inverse. À ce moment, elle connaît une terrible pénurie de personnel qualifié. Cette singulière déficience, qui prend toute son importance maintenant que la guerre doit essentiellement se gagner sur les mers, est en grande partie due aux troubles révolutionnaires qui ont décapité la marine française. Au 1er mai 1791, l'amiral Thévenard constate qu'il ne reste plus que 5 amiraux sur 42, 42 capitaines de vaisseaux sur 170 et 356 lieutenants sur 630. Des efforts furent alors entrepris pour combler le gouffre laissé par l'émigration des officiers de marine. Mais au grand désarroi des autorités concernées, ces dernières mesures demeurèrent tout à fait insuffisantes. Afin de remédier à la situation, la Convention et ensuite le Directoire ont dû faire appel aux capitaines de la marine marchande. L'émigration des officiers nobles avait obligé la Convention à improviser un recrutement de qualité médiocre dans la marine de commerce. L'instruction des états-majors et des équipages avait été très négligée, les vaisseaux avaient été hâtivement armés et ils étaient souvent sortis sans pouvoir se mesurer aux Anglais, ni même naviguer correctement. En somme, savoir naviguer est une chose, mais connaître l'arme navale en est une autre. C'est principalement ce manque d'expérience qui va provoquer les grands désastres des années qui vont suivre. Les stratèges français estiment que si une bataille navale devait s'engager entre ces deux forces, la Royal Navy remporterait sûrement la victoire. Ainsi, il n'y a pas de doute possible sur l'issue d'une invasion des îles britanniques. Elle tournerait sûrement au désastre. Mais à l'échelon géostratégique, la France peut très certainement envisager une nouvelle issue. Maîtresse incontestée des mers, l'Angleterre ne dispose d'aucun navire de ligne en Méditerranée. En apparence du moins, ceci laisse le champ libre à la flotte française. Bien sûr, Bonaparte n'ignore pas ce fait, car depuis la signature du traité de paix avec le royaume de Naples, le 10 octobre 1796, l'amirauté britannique a retiré l'ensemble de ses grosses unités de ce secteur. Selon Talleyrand, en raison de cette nouvelle donnée, l'Égypte offre maintenant d'excellentes opportunités au niveau stratégique. L'armée française pourrait directement s'attaquer aux comptoirs britanniques établis au Moyen-Orient, et par la même occasion, frapper un coup très dur contre l'économie anglaise. Donc, après avoir consolidé cette conquête, l'Inde serait directement menacée par les troupes françaises cantonnées en Égypte.
En conséquence, celle-ci pourrait donner une aide substantielle au sultan du Mysore alors en révolte ouverte contre le pouvoir britannique. Évidemment, le projet se traduit maintenant au conditionnel et dans cette perspective, les possibilités sont infinies. 3. L'Égypte, un théâtre idéal pour déstabiliser l'économie britannique. Devenu ministre des Relations extérieures grâce aux intrigues et à l'insistance de Madame de Staël auprès de Barras, Talleyrand en arrive à se convaincre qu'une politique coloniale, conduite avec habileté, pourrait assurer de grands avantages à la France. Après avoir passé la période tumultueuse de la Révolution en Angleterre et ensuite, en Amérique, il fut très impressionné par les résultats qu'ont obtenus les Britanniques à ce niveau. Lors de son voyage aux États-Unis, il a pu constater avec étonnement la grande prospérité économique de ce pays alors en plein développement, ce qui explique les rêves coloniaux qu'il formule pour la France. Ne convient-il pas de jeter les yeux sur d'autres contrées et d'y préparer l'établissement de colonies nouvelles, dont les liens avec nous seront plus naturels, plus utiles et plus durables ? C'est donc à l'intérieur d'un essai daté du 3 juillet 1797, présenté à l'Institut, soit 2 semaines avant qu'il n'ait pris son poste au ministère des Relations extérieures, que Talleyrand mentionne l'Égypte pour la première fois. Monsieur le duc de Choiseul, un des hommes de notre siècle qui a eu le plus d'avenir dans l'esprit qui, déjà en 1769, prévoyait la séparation de l'Amérique de l'Angleterre et craignait le partage de la Pologne, cherchait dès cette époque à préparer par des négociations la cession de l'Égypte à la France pour se trouver prêt à remplacer par les mêmes productions et par un commerce plus étendu les colonies américaines le jour où elles nous échapperaient. Et le 14 février 1798, 7 mois après la présentation de son essai, Talleyrand dépose un rapport très détaillé au Directoire sur les avantages pour la France d'envahir l'Égypte. Lorsque le ministre fait lecture de son premier essai, il ne connaît pas encore Bonaparte. Ce n'est que le 24 juillet 1797 qu'il lui écrit pour la première fois. Il ne le rencontre que le 6 décembre de la même année. Mais dès le 13 septembre 1797, dans une lettre qu'il adresse à Talleyrand, Bonaparte expose alors son projet égyptien, ce qui conforte le premier dans ses vues sur l'Égypte. Des plus assortis, ce couple, dont la destinée va considérablement influer sur celle de la France, est alors intimement persuadé qu'en raison des obstacles maritimes du côté de la Manche et des avantages économiques qu'elle pourrait en tirer, l'Orient, à leurs yeux, représente la seule issue pour vaincre l'Angleterre. Même si Bonaparte et Talleyrand sont en conjonction sur l'idée d'une expédition en Égypte, il est à noter que le projet de retourner aux Indes a déjà germé à la cour de Louis XVI lorsque le 3 août 1788, à Versailles, une ambassade de Tippo Saïb y est reçue avec faste et déférence. Bien qu'on étudie alors la possibilité d'y envoyer un corps expéditionnaire, afin de soutenir militairement ce dernier et reprendre éventuellement les comptoirs des Indes perdus lors de la guerre de 7 ans, ce projet est rejeté en raison des difficultés financières qui ruinent déjà le pouvoir royal. Dans l'esprit de Bonaparte, l'Égypte n'est qu'une première étape, car juste avant son départ, en avril 1798, il se fait envoyer des cartes du Bengale et du Gange. Dans les milieux politiques de Paris, personne n'ignore que le sous-continent indien fournit à l'Angleterre 90% de ses produits coloniaux. Or, déstabiliser cette source de revenus depuis l'Égypte, c'est en quelque sorte ralentir de façon considérable l'économie anglaise. De par cette stratégie, on souhaite surtout tarir les ressources allouées par l'Angleterre afin de soutenir son effort de guerre. Fondamentalement, le rapport présenté par Talleyrand revient à la stratégie périphérique préconisée par les ministres de l'Ancien Régime, dont le duc de Choiseul. Cette stratégie consiste à faire la guerre dans les colonies de l'ennemi pour détruire son potentiel économique. Toujours selon Talleyrand, cette conquête ne serait que pure formalité, car bien qu'ils soient d'excellents cavaliers, les Mamelouks ne seront pas très redoutables devant une armée française bien entraînée et supérieurement équipée. Du moins, en raison des écrits de Volney qui évoquent l'indiscipline des Mamelouks, il semble vouloir le croire. En ce qui concerne la situation économique et sociale de l'Empire ottoman, celui-ci est déjà, 50 ans avant que l'expression ne soit mise à la mode par le tsar Nicolas Ier, l'homme malade de l'Europe. En fait, l'Empire succombe lentement mais sûrement à cause de la corruption qui mine tous les paliers de son administration. De plus,
le gouvernement ne maîtrise pas l'explosion démographique à peine tempérée par les épidémies de peste. Dans ces conditions, le sultan Sélim III n'arrive plus à contrôler ses provinces. En conséquence, gouvernée par les beys mamelouks, l'Égypte vit pratiquement indépendante de Constantinople. N'étant plus en mesure d'assurer sa complète domination dans les régions les plus éloignées, dont l'Égypte, la capitale ottomane ne reçoit aucun impôt et n'exerce aucun pouvoir sur ce territoire. En raison de ses multiples problèmes et surtout, de son manque de valeur militaire, Talleyrand laisse croire qu'il sera en mesure de négocier avec la Porte afin de lui faire accepter la présence de l'armée française à l'intérieur de l'une de ses provinces. Mais il est vain de croire que le sultan va demeurer les bras croisés devant une invasion étrangère perpétrée par des infidèles. Car même s'il ne contrôle plus l'Égypte, il ne peut laisser entamer son prestige déjà très diminué. À la face de l'Europe, il doit démontrer qu'il est toujours en mesure de préserver l'intégrité de son empire et par le fait même, lorsque les Français débarqueront en Égypte, il devra déclarer la guerre à la France et entrer dans la coalition avec l'Angleterre, l'Autriche et la Russie. Sur le plan géostratégique, c'est là une erreur capitale. Enfin, Talleyrand ne fait pas mention du climat très hostile qui règne en Égypte, ni même des croyances religieuses qui animent ses habitants. La majorité de ceux qui ont rédigé des rapports afin de pousser les rois de France depuis Louis XIV à entreprendre cette expédition, ne prend aucun compte de ces facteurs déterminants. Seul Volney a mis en garde les décideurs contre un excès d'optimisme. L'on ne compte de gens de guerre que 8 ou 10 000 mamelouks. Mais si des ennemis de Dieu et du prophète osaient débarquer, Turcs, Arabes, paysans, tous s'armeraient contre eux, le fanatisme tiendrait lieu d'art et de courage, et le fanatisme est toujours un ennemi dangereux. Or, Talleyrand n'est pas en mesure d'analyser tous ces facteurs puisqu'il n'a jamais mis les pieds en Égypte et de surcroît, il ne connaît visiblement pas la dynamique du pays. En conclusion, il semble que l'ensemble des facteurs stratégiques poussent la France vers l'Égypte. Mais comme on pourra le constater, il y a aussi des facteurs économiques dont le directoire doit impérativement tenir compte. 4. L'Égypte, une opportunité économique ? Depuis le début de la Révolution, les négociants français sentent que leur situation en Égypte devient de plus en plus précaire. Dès 1790, ceux-ci sont victimes d'exactions de la part des Mamelouks qui rétorquent sèchement à leurs plaintes répétées « Vous n'avez plus de roi ». Le consul de France au Caire, Charles Magalon, adresse plusieurs suppliques pour dénoncer et forcer le gouvernement à intervenir dans cette région. N'obtenant aucune réponse, il s'adresse directement à Verninac, alors ambassadeur de France à Constantinople. « Je te prie, citoyen, de ne pas négliger les moyens de donner l'Égypte à la France. Ce serait un des beaux cadeaux que tu puisses lui faire. Le peuple français trouverait dans cette acquisition des ressources immenses. » Mais le ministre des Relations extérieures, Charles Delacroix, ne semble pas très enthousiaste à ce projet. De plus, la situation politique intérieure s'y prête mal, car à ce moment, le gouvernement révolutionnaire doit lutter pour sa propre survie. Les commerçants devront attendre une oreille plus favorable à leur projet. Lorsque Talleyrand deviendra à son tour ministre des Relations extérieures, ils pourront espérer à nouveau. À l'intérieur de la section économique du rapport, Talleyrand entreprend d'énumérer les produits que l'Égypte pourrait éventuellement fournir à la France. Principalement on y retrouve les grains, les légumes, le riz, le lin, le coton, le safran qui sert aux teintures et le sucre qui, à cette époque, demeure un article très recherché. Également, ce dernier y fait miroiter la possibilité d'y introduire la culture du café. Comme toutes les personnalités qui ont écrit sur le sujet, il expose son point de vue au conditionnel. Cependant, Talleyrand surestime beaucoup les capacités de l'Égypte à fournir ces denrées. Car il ne faut pas perdre de vue que l'Égypte n'est plus ce qu'elle était lors du règne de ses pharaons. Ses infrastructures sont inexistantes et ses canaux sont pour la plupart asséchés. Par conséquent, les habitants qui y vivent ne pratiquent qu'une culture de subsistance et n'exportent que quelques surplus. Évidemment, cette même exportation dépend toujours du Nil. Fleuve capricieux, celui-ci décide de l'abondance de la récolte pour l'année en cours. Ce n'est que vers les années 1860, grâce au programme d'infrastructure instauré quelques décennies plus tôt par Mehemet Ali, que l'Égypte atteindra une agriculture d'exportation. Cependant,
Talleyrand voit juste lorsqu'il déclare qu'avec le savoir et les capitaux européens, l'Égypte pourrait devenir une colonie très rentable. Il est douloureux de penser que tant de moyens de richesse et de prospérité soient inutiles, et que les habitants qui les possèdent soient les plus misérables de la terre. Mais s'ils passaient dans les mains d'un gouvernement sage et éclairé, le plus heureux changement s'y opérerait bientôt. Malheureusement pour la France, la majorité des capitaux viendront de l'Angleterre et, par voie de conséquence, c'est cette dernière qui profitera des richesses de ce pays. Afin de démontrer au Directoire les avantages commerciaux que peut représenter l'Égypte, Talleyrand mise sur son emplacement géographique qui constitue un carrefour très important entre l'Asie et l'Occident. Par le fait même, cette position, qui favorise grandement le commerce, attire les caravanes de Bédouins qui viennent de l'Afrique, du Maroc et de la Syrie. De plus, la mer Rouge offre à l'Égypte une communication facile avec le Djeddah, le Yémen et l'Inde. Dans ces conditions, la France pourrait profiter du transit des caravanes qui, alors, transportent les ressources qu'elle ne peut se procurer en raison des obstacles que représentent les distances et surtout la flotte britannique. Somme toute, ceci permettrait d'éviter les nombreux intermédiaires et d'acheter les marchandises directement à la source. Parmi les ressources convoitées, on retrouve la gomme arabique, l'ivoire, les plumes d'autruche, le café, le coton et la poudre d'or. Dans cette partie de son rapport, Talleyrand voit juste à nouveau car le commerce est la principale source de revenus de l'Égypte. Lors de son exil à Sainte-Hélène, Napoléon confirme cette assertion. La masse des affaires qui se font en Égypte, aller et retour dans toutes les parties, se monte à 200 millions de francs. Le café, calculé sur le prix où il se vend sur les marchés de Marseille, Livourne, Constantinople, est seul un objet de 30 millions. Ces chiffres sont bien sûr cités approximativement par l'auteur, mais même en tenant compte des récoltes et du volume commercial qui demeure aléatoire, ils sont réalistes. En ce qui concerne le volume d'importation du café, uniquement pour l'année 1788, Marseille en importa pour 14 500 000 livres. De plus, comme on a pu le constater plus tôt, les Bédouins qui dirigent ces caravanes sont essentiels à la survie commerciale de l'Égypte, mais paradoxalement, en raison du pillage auquel ils se livrent, on les qualifie souvent de véritables nuisances. Dans ses mémoires, Napoléon illustre très bien cette contradiction. Les Arabes bédouins sont la plaie la plus grande de l'Égypte. Il ne faut pas en conclure qu'on doit les détruire, ils sont au contraire nécessaires. Sans eux, ce beau pays ne pourrait entretenir aucune communication avec la Syrie, l'Arabie, les oasis, les royaumes de Sénar, du Darfour, d'Abyssinie, Tripoli et le royaume de Fezzan. Sans eux, les transports du Nil à la mer Rouge, de Keneb à Kosser, du Caire à Suez seraient impossibles. La perte que le pays en éprouverait serait très considérable. Assurément, les revenus engendrés par le commerce apparaissent très intéressants. Avec un contrôle douanier établi sur les bases administratives qui prévalent déjà dans ce pays, Talleyrand et Bonaparte estiment que la France pourrait bénéficier d'un revenu substantiel afin de favoriser le financement de ces armées qui sont toujours sur le pied de guerre depuis la Révolution. Car en raison de la mobilisation de masse, le financement des armées exige davantage de ressources et bien que Bonaparte ait en partie réapprovisionné les caisses du Directoire grâce aux conditions très sévères du traité de Tolentino et du pillage systématique des richesses du nord de l'Italie, la France se retrouve constamment au bord de l'épuisement économique. Or, cet épuisement n'est pas seulement dû au coût astronomique de la guerre, mais à la mauvaise gestion des divers gouvernements qui se sont succédés. D'abord, l'Assemblée constituante, de par ses lois dirigistes, a gravement handicapé le commerce national, et cette situation a provoqué une diminution du niveau des exportations. La législative ne fit guère mieux puisque cette dernière s'est montrée plutôt hésitante en matière de politique économique et sociale, ce qui a provoqué une crise majeure sous la Convention. Quant au Directoire, gouvernement bourgeois issu de la réaction post-thermidorienne, il prône une politique de libéralisme économique, mais cette dernière ne donne toujours pas les résultats escomptés parce que le pays est victime d'une très forte inflation au niveau des prix, ce qui accentue le fossé entre la classe possédante et les possédés. De plus, celui-ci a beaucoup de mal à retrouver son équilibre financier en raison du manque de numéraire et du mauvais état de ses voies de communication. Dans son ouvrage traitant du consulat et de l'Empire, Louis Madelin décrit avec exactitude la situation. Tout était en ruine, le travail arrêté, la richesse évanouie,
toutes les activités paralysées, commerce dans le marasme, industrie aux 3/4 éteint, port envasé, canaux et routes rompus, cherté des vivres exorbitante et misère partout. À cela s'ajoute l'insurrection vendéenne, qui a grandement contribué à miner l'économie française déjà très fragilisée par l'ineptie des politiciens de différentes tendances qui se disputent âprement le pouvoir tout en s'accusant de vol et de concussion. Et enfin, l'arrêt des hostilités avec l'Autriche accentue dramatiquement les effets de la crise financière qui règne en France. Cette nouvelle conjoncture s'est traduite par l'effondrement des contributions de guerre. Or, l'emprunt forcé à taux progressif de 600 millions lancé par le Directoire n'a rapporté que 12 millions. Donc, en septembre 1797, ce dernier se déclare en banqueroute partielle. Pour les membres du Directoire, la guerre portée sur un territoire neuf, l'Égypte en l'occurrence, représente une opportunité économique. Ayant pour objectif de survivre politiquement et économiquement, le Directoire doit se comporter en pillard et par le fait même, les opérations de brigandage qu'il cautionne lors des campagnes militaires l'aident à renflouer les finances du pays. Par conséquent, malgré la signature du traité de Campo Formio qui, enfin, officialise la paix avec l'Autriche, la France se retrouve prisonnière d'une spirale de conflits sans issue. Car en raison de son incapacité à assumer la gestion des finances de l'État qui découle en partie de sa trop grande dépendance à la guerre, le Directoire se doit de trouver de nouveaux théâtres d'opération afin de continuer à remplir ses coffres dont les contenus fondent comme neige au soleil. Les impositions rentrant mal, les sommes à percevoir étant par surcroît déléguées d'avance aux financiers qui avaient prêté à la petite journée, et le gaspillage étant constant depuis 5 ans, le déficit était depuis ces 5 années de 200 millions par an. La dette s'augmentait sans cesse de ce mal chronique. Quant à l'opinion de Bonaparte sur ce gouvernement, il écrit « Le Directoire était maîtrisé par sa propre faiblesse. Il avait besoin pour exister de l'état de guerre comme un autre gouvernement a besoin de l'état de paix. » Donc, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on constate que les motifs économiques et stratégiques sont les principaux vecteurs de toute cette expédition. 5. Malte, un facteur non négligeable dans la prise de décision. À la fin du XVIIIe siècle, il est de notoriété publique que l'île de Malte renferme de grandes richesses qui furent progressivement accumulées grâce aux rentes qui étaient versées par les pays de la chrétienté. Donc, à l'aube de la Révolution, en plus des 7 millions versés par la France, l'ordre de Saint-Jean bénéficie d'un revenu de 18 à 20 millions de livres en provenance de ces mêmes pays. De plus, il profite grandement des juteux bénéfices engendrés par ses commanderies établies dans toute l'Europe. Malgré les difficultés financières qui se sont abattues sur lui, après que l'Assemblée législative eut cessé de verser la rente et saisi toutes les commanderies qui lui appartenaient sur le territoire français, les chevaliers de Malte possèdent toujours une fortune des plus considérables. Mais en plus des raisons de nature économique, l'île est vitale pour le succès de l'expédition, car à l'échelon stratégique, elle permet de verrouiller une bonne partie de la Méditerranée. En fait, c'est le Gibraltar du centre méditerranéen. Bien que l'Égypte semble offrir de grandes possibilités au niveau économique, il n'en demeure pas moins que la prise de l'île de Malte demeure l'un des principaux facteurs qui décident le Directoire à autoriser l'expédition. Pour nous en convaincre, voici un inventaire émis par Poussielgue, premier secrétaire de la légation de la République française à Gênes. Biens nationaux. Les revenus en biens-fonds de l'évêché, des canonicats, des divers ordres religieux s'élèvent à 108 000 écus. Les palais et immeubles divers, possédés par l'ordre à Malte, peuvent fournir un loyer de 100 000 écus. En ajoutant les 90 000 écus de rente du grand maître, le total des revenus en biens-fonds atteint 298 000 écus, soit 715 200 livres tournois, représentant un capital de plus de 15 millions. De par ce rapport, on s'est vite rendu compte à Paris que l'île de Malte offre de grandes possibilités en revenus imposables, mais également, elle peut rapidement fournir d'énormes richesses grâce au pillage de ses églises richement décorées. Cette opportunité de pillage ne figure évidemment pas les données fournies par Poussielgue. Néanmoins, Bonaparte et le Directoire comprennent très certainement ce qu'ils pourront en retirer. L'autre facteur d'importance dans toute cette affaire demeure strictement géostratégique. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, cette île demeure la clé du Levant. Mais à la fin du XVIIIe siècle, elle a encore beaucoup plus d'importance. En effet,
tous les navires qui font route vers l'Orient doivent nécessairement s'y arrêter afin de se réapprovisionner en eau. De plus, l'île possède de très bons mouillages ainsi que des cales qui peuvent aisément abriter une flotte. Évidemment, la place étant très fortifiée, cette position devient vitale pour la France. Dans l'esprit de Bonaparte, la prise de Malte doit assurer ses communications entre l'Égypte et la France. En outre, les négociants français possèdent pratiquement le monopole des voies commerciales méditerranéennes. Si l'Autriche, la Russie ou l'Angleterre qui convoitent l'île devaient s'en emparer, cela serait très problématique pour le maintien de la balance du volume commercial de la France déjà très handicapée par la guerre. De fait, la possession de l'île devient une priorité pour le gouvernement français. Car il ne faut pas perdre de vue que la France a perdu une partie de ses colonies depuis 1763, et plus encore depuis le début de la guerre avec l'Angleterre. Ainsi donc, protéger ce qui demeure du commerce extérieur devient essentiel, voire primordial pour la survie économique de la métropole. Pour conclure, il nous faut constater que les motifs économiques et géostratégiques sont loin d'être négligeables. Ainsi, ce chapitre contextuel nuance la thèse voulant que Bonaparte soit le seul penseur de cette affaire, et que le Directoire ait approuvé cette expédition uniquement pour éloigner un gêneur. De plus, les coûts et les risques qu'engendre une telle opération nous font douter grandement de cette thèse. Il est à noter que certains directeurs comme Barras voient dans cette expédition une bonne occasion de se débarrasser de Bonaparte. Mais la Revellière-Lespeau, qui le déteste âprement, a tout de même quelques doutes quant à la pertinence de cette expédition. Lors d'une réunion dont l'atmosphère s'est révélée des plus tendues, celui-ci a dit : « Nous n'allons quand même pas exposer 30 ou 40 000 des meilleurs soldats français au hasard d'une bataille navale, à seule fin de nous débarrasser d'un général ambitieux. Encore faudrait-il m'assurer que l'expédition d'Égypte sera profitable à la République, et ne servira pas uniquement les desseins de Bonaparte. » À ce moment, c'est-à-dire vers la fin de l'hiver 1798, ce projet est loin de faire l'unanimité entre les membres du Directoire. 6. La décision. Le Directoire est alors divisé et de fait, Rebelle, qui a des idées contraires à la Revellière-Lespeau, prétend avec vigueur qu'il faut s'attaquer directement à l'Angleterre du côté de l'Irlande où les troupes seront soutenues par le peuple. Chacun a ses réticences et ses idées sur la façon de vaincre l'Angleterre, mais en dépit de leur division, ils demeurent tous partisans d'une action armée, mais où ? Voilà la question ? Évidemment, tel un bon publiciste, Bonaparte use de tous ses arguments pour faire aboutir le projet égyptien tandis que de son côté, Talleyrand ne reste pas inactif. Lors de la réunion du 23 février 1798 qui s'est déroulée avec les directeurs, il déploie tous ses talents de négociateur afin d'emporter la décision. Enfin, malgré les réticences des uns et des autres, il arrive à convaincre ses interlocuteurs du bien fondé de cette expédition. Donc, avec toutes les données présentées jusqu'à maintenant, il nous faut conclure que les arrière-pensées de certains directeurs comme Barras sont bien secondaires dans la décision. Il est cependant évident que quelques-uns d'entre eux sont très enchantés de se débarrasser de Bonaparte. Mais parallèlement, ils croient sincèrement qu'il peut y avoir de grands avantages dans l'accomplissement de ce projet grandiose qui demeure l'expression du siècle des Lumières. Après tout, ne s'agit-il pas de civiliser un peuple, d'y apporter les bienfaits de la grande nation ? En fait, on remarquera que les circonstances du moment favorisent les souhaits et les arrière-pensées de certains membres du Directoire. Dans ses mémoires rédigés à l'hiver de sa vie, Marmont résume bien cette problématique, où son expédition réussissait et le gouvernement grandissait, et les talents de Bonaparte étaient mis à profit sans devenir dangereux, où elle ne réussissait pas et le Directoire était débarrassé de lui. C'est du moins le calcul de Barras. Quoi qu'il en soit, le Directoire consciemment signe le 5 mars 1798 l'arrêté portant sur la formation d'une armée d'Orient. Le 12 avril de cette même année, pure formalité dans les circonstances, Napoléon Bonaparte est nommé commandant en chef du corps expéditionnaire. Les ordres qu'il reçoit résument bien les intérêts réels que poursuit le Directoire à ce moment. S'emparer de l'Égypte, chasser les Anglais de toutes les possessions de l'Orient où le commandant en chef, Bonaparte, pourra arriver, et notamment il détruira tous leurs comptoirs sur la mer Rouge. Il fera couper l'isthme de Suez,
et il prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la libre et exclusive possession de la mer Rouge à la République française. Bien que rédigé de manière très générale dans son essence, l'objectif poursuivi par le Directoire se révèle de nature exclusivement économique. Cette dernière citation est sans équivoque. On ne parle en rien de conquérir l'Inde, ni même de fonder une colonie. Prioritairement, on souhaite s'emparer des principales voies commerciales et vampiriser l'Égypte au profit de la métropole. C'est la réédition des objectifs de la campagne d'Italie l'année précédente. Maintenant que l'expédition est décidée et que Talleyrand sort de scène, organiser la préparation logistique va se révéler être un véritable casse-tête. Manquant d'argent et de ressources de toutes sortes, la tâche à laquelle Bonaparte s'attable semble herculéenne. Tous les expédients douteux dans son application seront requis avant que la flotte ne puisse quitter Toulon et ses différents ports auxiliaires. Les problèmes ne font que commencer. Chapitre 2 – Les préparatifs du corps expéditionnaire. Alors que le Directoire charge Bonaparte d'organiser la future descente en Angleterre, des difficultés se font jour sur le théâtre italien. Déjà, l'Autriche démontre beaucoup de mauvaise volonté dans l'application des clauses du traité de paix tandis que la cour de Rome, influencée par les cardinaux qui dirigent ses affaires, témoigne d'une certaine hostilité envers Joseph Bonaparte, représentant du Directoire auprès du Saint-Siège. De façon subséquente, sous la recommandation de Bonaparte, Berthier, à titre intérimaire, est dépêché en Italie pour prendre le commandement des troupes et régler cette affaire. Au cours de cette courte période pendant laquelle il commande l'armée, Berthier est à même de constater que la situation demeure extrêmement critique. Les hommes sont aussi pauvres qu'au début de l'année précédente. En analysant l'état des effectifs, il constate avec stupéfaction que la solde n'a pas été versée depuis des mois. De plus, les soldats marchent pieds nus et quant à leurs uniformes, ce ne sont plus que de misérables loques. En raison de ces problèmes qui n'en finissent plus, problèmes causés par les tripoteurs, les fournisseurs douteux et les agioteurs de tout rang, la grogne monte dans les rangs. Mais en dépit de cela, les soldats doivent continuer à servir. Car après avoir reçu des dépêches relatant l'assassinat du général Dufaux par la populace romaine, ce dernier étant l'ambassadeur de la République française à Rome, le Directoire donne l'ordre à Berthier de se mettre en route avec les troupes afin d'occuper la ville éternelle. Le 10 février 1798, l'armée française entre dans Rome et sans plus attendre, Berthier saisit l'occasion pour exécuter les instructions du Directoire qui principalement consistent à déposer le pape Pie VI. Suite à la révolution du 15 février au cours de laquelle le peuple proclame la naissance de la République romaine, le souverain pontife renonce à son pouvoir temporel. Il doit quitter Rome dans la nuit du 19 au 20 février. Maintenant qu'il détient le pouvoir, que la révolution est faite, Berthier pense que la ville sera en mesure de pourvoir au ravitaillement des troupes. Or, la situation se dégrade et de fait un vent de mutinerie souffle dans les rangs. Les officiers forment des comités et n'obéissent plus à leurs supérieurs. Ils revendiquent la solde qu'on leur doit, ainsi que des uniformes et de la nourriture. Heureusement, la crise en est encore à ses débuts, mais lorsque Masséna survient pour prendre le commandement de l'armée, le mécontentement grimpe d'un cran. Reconnu pour s'être odieusement enrichi à leurs dépens, les hommes le détestent âprement. Soldat brillant et courageux, il n'en demeure pas moins que la rapacité de Masséna est déjà bien connue à l'intérieur de l'armée. Sa réputation de pillard et de profiteur fait figure de lettre de créance. Néanmoins, cela ne le perturbe guère. Faisant fi des revendications de ses officiers, il poursuit ses trafics et n'améliore en rien le sort de la troupe. Ceux-ci, depuis le Panthéon où ils se sont réunis en comité, demandent des comptes sur les richesses qui ont été pillées dans Rome en plus de réclamer, dans les 24 heures, les arriérés de solde. Ne pouvant plus contrôler la situation qui dégénère de façon dramatique, Masséna, qui fut durement interpellé par les soldats réunis en députation, doit s'éloigner de Rome pour sauvegarder ce qui reste de cohésion à l'armée. Afin de juguler cette mutinerie naissante, Berthier reprend aussitôt le commandement. Mais les difficultés ne font que commencer. Car du côté de la population romaine, lasse d'être rançonnée par les soldats, elle profite du désarroi de l'armée française et saisit l'occasion pour déclencher l'insurrection. Pour y faire face, les hommes se rallient immédiatement derrière Berthier. Les comités sont vite dissous,
et le soulèvement est réprimé. Quant aux meneurs, ils sont aussitôt fusillés. Malgré cette répression qui s'est exercée avec diligence et efficacité, la situation demeure pour le moins explosive. Il faut reprendre la situation en main, et pour ce faire, le général Brune viendra remplacer Berthier au commandement de l'armée d'Italie tandis que les généraux Gouvion Saint-Cyr et d'Allemagne s'emploieront à maintenir la discipline dans la garnison de Rome. Même si la mutinerie est évitée, le problème est loin d'être définitivement réglé. À Mantoue par exemple, les soldats attendent leur solde avec impatience depuis près de 4 mois. Ulcérés et frustrés par la conduite des intendants qui tripotent dans les magasins de fournitures militaires, ces derniers sont au bord de la révolte. Dans ces conditions, s'il veut entreprendre une nouvelle campagne, Bonaparte comprend qu'il est impératif de payer les troupes. Le Directoire ayant dilapidé tout le butin d'Italie amassé l'année précédente, l'extorsion et les réquisitions arbitraires deviennent des expédients primordiaux pour résoudre les divers problèmes de financement de l'armée. Somme toute, voici la toile de fond de l'organisation logistique de l'expédition d'Égypte. La mise sur pied de l'armée dite d'Angleterre ne sera pas de tout repos. Mise sur pied des composantes de l'expédition, la logistique, l'armée et la marine. Dans son livre Bonaparte en Égypte, Christopher Herold semble réduire considérablement le rôle de Bonaparte dans la préparation de l'organisation logistique. Il écrit « Il était certainement très occupé, mais pour un général assis dans son bureau, donner des ordres pour que des unités se déplacent d'un point à l'autre, cela n'a rien de surhumain. » Effectivement, en raison des mesures de sécurité élémentaires, Bonaparte, qui fait surtout fonction d'intendant général, dirige les opérations depuis sa résidence de Paris, rue de la Victoire. Il délègue certains de ses pouvoirs et nomme une commission chargée de l'armement des côtes. Celle-ci, qui relève exclusivement de son autorité, est composée de 5 membres. L'ordonnateur en chef Sucy, chargé des dépenses en provenance de l'armée d'Italie, le payeur Estève, chargé du versement de la solde, le contre-amiral Blanquet du Chéla, inspecteur de la marine, le Roy, commissaire ordonnateur de la marine, et finalement le général Daumartin, inspecteur de l'artillerie. Le rôle de cette commission consiste principalement à acheminer les ordres de Bonaparte aux différents délégués qui s'occupent de la préparation, dans les ports d'Italie, de France et de Corse. De manière plus précise, la commission doit servir de courroie de transmission afin de mettre sur pied les préparatifs de l'expédition. Pour soutenir cette première structure, 3 autres arrêtés délèguent les généraux responsables des points d'embarquement d'Italie et de Corse. Immédiatement, Berthier et Baraguet d'Illiers sont expédiés à Gênes tandis que Masséna, pour les raisons que nous connaissons déjà, est provisoirement éloigné de Rome et envoyé à Civitavecchia. Et enfin, pour conclure les nominations bureaucratiques, le général Vaubois, déjà en Corse, s'occupera de la préparation du port d'Ajaccio. Ces officiers, qui prennent alors le titre de commissaires, doivent saisir et réquisitionner les transports nécessaires à l'embarquement du matériel et des hommes. Dans son excellent livre sur la bataille d'Aboukir, contrairement à Christopher Herold qui a tendance à sous-estimer le rôle de Bonaparte, Michel Battesti semble toutefois minimiser celui des généraux responsables de l'organisation des ports. Les grands subordonnés sont de simples exécutants. Bonaparte est le seul décideur et concepteur. Mais bien que Bonaparte soit le concepteur et l'unique décideur, il lui faut des hommes compétents pour assumer les responsabilités qui leur incombent. Et comme le souligne Thierry Lintz dans ses ouvrages sur le consulat et l'Empire, l'une des grandes forces de Napoléon est de savoir bien s'entourer. Il sait choisir les personnes clés qui seront en mesure d'exécuter ses ordres. Ainsi, le rôle rempli par les subordonnés demande beaucoup plus qu'une simple exécution. Consistant essentiellement à organiser l'embarquement et réquisitionner le matériel et les transports nécessaires, cette tâche est loin d'être une partie de plaisir. En fait, les exécutants doivent se débrouiller afin de remplir les exigences de Bonaparte et cela, à l'intérieur de conditions parfois très pénibles. L'argent et les moyens manquent. Dans ces conditions, et avec toute la diplomatie que cela suppose en pareilles circonstances, ces subordonnés doivent composer avec la perpétuelle pénurie de ressources. Ils doivent négocier avec les soldats qui n'ont pas été payés depuis des mois, et cela sans compter les réquisitions arbitraires qu'ils doivent effectuer sur la population et chez les fournisseurs locaux.
Inutile de préciser que ce genre de mesure, aussi indispensable qu'elle puisse paraître, a comme conséquence immédiate de les rendre très impopulaires. Il est donc inexact de prétendre que ces hommes ne sont que de simples exécutants. Les sources compilées par la Jonquière le prouvent amplement. Dans ses écrits de Sainte-Hélène, Bonaparte lui-même rend justice à la grande compétence de ses organisateurs. Ces 5 commissaires firent confectionner les vivres, réunir et armer les bâtiments avec une telle activité que le 15 avril, les troupes étaient embarquées dans ces 5 ports. Ils sont cependant secondés par de précieux auxiliaires. Le chargé d'affaires auprès de la République ligurienne, Redon de Belleville, l'administrateur suisse, Emmanuel de Haller et l'ordonnateur Benoît-Georges de Najac, l'un des plus efficaces de ce groupe. Les services et les initiatives de ce dernier seront grandement utiles pour réorganiser l'arsenal de Toulon. Entre-temps, Bonaparte s'emploie déjà à amasser le matériel qui servira pour équiper convenablement les soldats. La commission formera à Toulon et à Marseille un magasin de 16 000 paires de souliers, 1,000 paires de bottes, 16 000 chemises, 8 000 gibernes, 6 000 chapeaux, 16 000 paires de bas pour pouvoir être distribués aux troupes. De la plus petite cartouche au plus gros navire de transport, il s'occupe des moindres détails de l'expédition et à cet effet, sa correspondance impressionne grandement le lecteur. Tout au long de son épopée, Bonaparte se souciera toujours du moindre élément concernant l'état de ses troupes et cela, même si l'administration ne suit visiblement pas l'évolution sans cesse grandissante des armées. Il exige beaucoup de rigueur de ses officiers et conséquemment, des carrières peuvent se briser ou s'élever lors des revues qui lui sont présentées. En date du 5 mars 1798, l'organisme devant superviser la préparation logistique étant presque complété, Bonaparte donne aussitôt les ordres nécessaires afin de rassembler les différentes composantes du corps expéditionnaire. Avec beaucoup de célérité, les troupes se regroupent progressivement à l'intérieur des ports suivants: Toulon, Marseille, Gênes, Civitavecchia et Ajaccio. 2. Les hommes du corps expéditionnaire, l'élite des armées. À ce moment, les hommes qui composent le corps expéditionnaire qui doit débarquer en Égypte sont tous des vétérans aguerris des armées d'Italie et d'Allemagne. En grande majorité, les unités sont composées d'hommes ayant fait toutes les campagnes depuis 1792. De ce fait, ils sont dotés d'une excellente résistance et d'une expérience sans équivalent en Europe. Afin de nous faire une idée de l'endurance exceptionnelle de ces soldats, examinons le témoignage de l'un d'entre eux. Nous avons été au siège de Lyon. De là nous sommes été dans la Savoie, nous avons repoussé les Piémontais jusque dessus le mont Cenis. Après cela, nous sommes partis pour Toulon, où nous étions destinés à y rester en garnison. Il nous fallut partir, aller à Arles, nous avons eu contre-ordre à Marseille pour aller à Nice. Nous avons fait 8 jours de marche. Il fallut rebrousser chemin pour aller à Perpignan, si. Comme nous pouvons le constater, des Alpes aux Pyrénées, les soldats sont habitués à cheminer sur de grandes distances. Or, cette cadence de marche n'est pas seulement due à l'engouement révolutionnaire qui anime les citoyens de l'an 2. En fait, souhaitant prendre de vitesse leurs différents adversaires, les hauts responsables de l'armée française ont instauré une nouvelle pratique qui, dorénavant, prescrit aux hommes de marcher à une cadence de 120 pas à la minute. Quant à leur vis-à-vis, toujours ancrés dans les vieux principes militaires de Frédéric le Grand, ils continuent de pratiquer l'ancienne doctrine de 70 pas à la minute. Cette différence facilite grandement les transferts de force d'un point à un autre. Elle permet également de combiner des concentrations de troupes telles que les Français peuvent désormais, et selon la formule de Napoléon, multiplier la masse par la vitesse, tant sur le plan stratégique que sur le plan tactique. Grâce à l'étonnante endurance dont sont dotés les hommes du corps expéditionnaire, ceux-ci vont s'adapter beaucoup plus facilement au climat inhospitalier de l'Égypte. Composée d'environ 36 000 soldats, l'armée comprend plus de 2200 officiers d'élite. Ces officiers, écrit Jean-Paul Berthaud, étaient des militaires expérimentés. 52,6% avaient servi comme soldats, caporaux ou sous-officiers dans la ci-devant armée. Cette nouvelle mobilité sociale s'explique par l'émigration des officiers de l'armée du roi, ainsi qu'aux pertes subies lors des batailles antérieures. Les hommes sont très encadrés et par voie de conséquence, ce facteur aura des répercussions positives sur le corps expéditionnaire. Après avoir étudié la campagne d'Allemagne de 1796,
l'historien Daniel Reichel a remarqué avec quelle maîtrise les hommes utilisent les techniques modernes de combat. Ils peuvent attirer l'ennemi en simulant une faiblesse, subir avec fermeté ses assauts pour mieux attendre le moment où, tous les facteurs étant rassemblés, passer à la contre-offensive et anéantir la troupe adverse. Les soldats savent tâter une position, juger de sa contenance, attaquer une colonne, se déployer en ligne ou se former en carré. Donc, il va de soi que les soldats et les officiers qui vont s'embarquer à destination de l'Égypte maîtrisent bien leur art. À ce sujet, le général Brune écrit « Le général Bonaparte a pris pour son expédition presque tous ceux qui avaient acquis de la distinction dans l'armée. Il en est de même des corps. Dans son essence, ceci constitue un reproche contre Bonaparte qui prend avec lui les meilleurs officiers et soldats alors que la République est toujours en danger. » L'autre donnée d'importance qui favorise l'armée française réside essentiellement dans son système de ravitaillement. Celui-ci est fort simple, puisque l'armée vit sur les territoires occupés. Après avoir institué la mobilisation de masse, le gouvernement se rend compte que ces armées ne sont plus en mesure de subsister grâce à l'ancien système des convois. Au cours de l'année 1793, l'intendance n'a pas les ressources nécessaires afin de nourrir convenablement une armée de près de 700 000 hommes. Désormais, l'armée va survivre par ses propres moyens. Le terme « survivre » convient d'autant mieux puisque le moteur du soldat français est la faim. Torturé par son estomac, ce dernier n'hésite pas à tomber sur les arrières de l'ennemi pour le couper de ses voies de ravitaillement. Évidemment, l'ennemi qui a judicieusement conservé l'ancien système des convois, fait ainsi le bonheur du soldat citoyen. Par la prise des grands parcs et des magasins de l'adversaire, la manœuvre sur les arrières régulièrement pratiquée par Bonaparte assure la subsistance de l'armée. S'inscrivant dans la philosophie de cette tactique, les villes et les villages en territoire étranger sont mis à contribution. Le pillage est monnaie courante. Dans le meilleur des cas, les généraux font savoir aux autorités de la ville de constituer des magasins pour nourrir l'armée. Habituellement, les habitants s'exécutent par crainte d'être livrés à la soldatesque. Or Napoléon punit très sévèrement les abus et le pillage, mais avec ce système, il ne peut tout voir et très souvent, afin de ne pas mécontenter ses officiers, il ferme les yeux sur leurs excès. Sur le sang et la sueur des hommes qui meurent au combat, des généraux comme Masséna s'enrichissent odieusement de ces rapines. Néanmoins, malgré le côté sombre de ce système, celui-ci permet l'allègement des troupes. Munies d'une plus grande mobilité, elles peuvent désormais s'enfoncer en terrain montagneux et boisé sans avoir à traîner de lourds charrois. En Égypte, le même système sera mis en pratique. Dirigeant avec habileté le corps expéditionnaire, les officiers supérieurs sont parmi les meilleurs de France. Principalement, ces derniers proviennent de l'armée d'Italie et de l'armée du Rhin. L'entourage immédiat de Bonaparte, c'est-à-dire les officiers de l'état-major, est composé de ses collaborateurs immédiats de la campagne d'Italie. Quant aux divisionnaires, ils sont majoritairement issus des armées du Rhin. Même si une rivalité existe entre les officiers des armées du Rhin et d'Italie, la préférence de Bonaparte pour ses compagnons du nord de la péninsule italienne tient davantage à des facteurs pratiques. Au cours de la dernière campagne, il a développé une grande complicité avec des collaborateurs comme Berthier et Lannes. En aucun cas, il ne souhaite perturber cette entente qui s'est créée entre lui et ses hommes. Les officiers de l'armée du Rhin devront donc s'adapter à son style de commandement. Le seul véritable problème qui règne perpétuellement dans le corps expéditionnaire demeure le versement de la solde. En réaction à cette question, des révoltes ont déjà eu lieu. Toutefois, elles n'entraînent pas encore d'incidences graves sur les préparatifs et sur la cohésion de l'armée. On peut conclure que la supériorité des troupes françaises sur les armées du Moyen-Orient viendra surtout de la capacité d'innovation et d'adaptation dont est capable un soldat issu des classes populaires de la société française. Dans son livre Napoléon ou le mythe du Sauveur, Jean Tullard est également en accord avec cette thèse. Les raisons des victoires, écrit-il, tiennent à la qualité des soldats, des paysans aguerris, habitués à la vie de plein air. Il va de soi que l'armée s'est adaptée plus facilement que la marine aux secousses sociales et militaires causées par la Révolution. 3. L'organisation de la flotte et des transports et l'embarquement du matériel. Dès le 5 mars 1798,
lors de la réception des arrêtés concernant la concentration des troupes et du ravitaillement dans les ports, la Commission décrète un embargo sur tous les navires de commerce qui doivent servir à transporter les troupes et le ravitaillement. Dans la plupart des cas, les capitaines et les armateurs n'ont pas tellement d'autre choix que de céder leurs bâtiments aux autorités françaises. Néanmoins, on fixe un dédommagement pour les armateurs astreints à cette mesure plutôt vexatoire. L'historienne Michèle Battesti, qui a étudié cette question concernant la location des navires de commerce, nous démontre dans quelles conditions financières cette activité s'exerce. En moyenne, le prix du noli mensuel est de 10 francs par tonneau avec paiement de 2 mois d'avance, un à la passation du marché, l'autre quelques jours avant le départ. À Gênes, à cause de l'inflation, le noli est plus cher, 13,50 payable par quinzaine. De fait, en raison du manque de liquidité qui demeure un problème constant sous le Directoire, les armateurs ne seront pas tous payés. En guise de consolation, on remettra à ces derniers des reconnaissances de dette pour un éventuel remboursement. Mais en attendant, les réquisitions se passent pratiquement sans difficulté. Voici donc un tableau qui donne la composition de la flotte de transport. Flotte de transport de l'expédition d'Égypte, mai 1798. Bien que ces chiffres semblent impressionnants, la France métropolitaine n'est pas en mesure de fournir la totalité de ces navires. Or, la flotte étant française dans une proportion de 58%, il faut saisir le reste des navires manquant à l'étranger. Mais cela ne résout pas tous les problèmes reliés au transport, car sur les 309 navires prévus initialement, Bonaparte décide d'en retrancher une vingtaine du convoi venant de Corse en raison de la faiblesse de leur tonnage et de leur mauvaise qualité. En somme, le tonnage de la flotte s'avère insuffisant pour convoyer tout ce dont a besoin le corps expéditionnaire. Faute de mieux, on devra avoir recours aux navires de ligne afin d'embarquer les hommes et le matériel. L'on a surchargé les navires d'artillerie et d'objets d'équipement dont une partie encombre le pont déjà trop resserré pour loger le nombre d'hommes qu'on voulait y mettre. Il a fallu loger les officiers à raison de 15 par chambre. En ce qui concerne le logement, les officiers généraux peuvent bénéficier de cadres de bois, les officiers supérieurs et subalternes ont des hamacs disposés dans les entreponts des navires et quant aux hommes, ils couchent sur des nattes de paille. L'encombrement des vaisseaux fait en sorte qu'on n'embarque que 1200 chevaux. Évidemment, on aura deviné que la cavalerie n'aura pas toutes ses montures lorsqu'elle débarquera à Alexandrie. Néanmoins, elle dispose de tous ces harnachements dont le nombre totalise plus de 6000 harnais. L'espace est sévèrement compté à bord des navires, mais, toujours selon la tactique de Bonaparte, il faut prendre en considération qu'il souhaite s'approvisionner aux dépens de la cavalerie mamelouk après l'avoir écrasée. Or, les chevaux arabes sont beaucoup plus performants que les Européens et conséquemment, de manière individuelle, les cavaliers français pourront difficilement rivaliser avec leurs homologues mamelouks. De toute façon, lorsqu'elle débarque en Égypte, il y a longtemps que la cavalerie française fait matériellement piètre figure sur les champs de bataille de l'Europe. En l'an 7, après la longue période des guerres de la Révolution, les régiments de cavalerie se trouvaient dans un état lamentable. Uniformes usés et déchirés, résidus de vêtements confectionnés à la hâte ou même en route, prélevés au hasard des bonnes fortunes, équipements délabrés, sabres de toutes les manufactures de l'Europe. Les remontes surtout avaient été défectueuses. L'artillerie et les charrois absorbaient les meilleurs chevaux et ceux de la cavalerie étaient pour la plupart de petite taille et sans aspect. Lors des premiers engagements contre les Mamelouks, les cavaliers français vont demeurer à l'intérieur des carrés formés par l'infanterie française et ne pourront prendre part à la bataille des Pyramides. Mais contrairement à la cavalerie et cela en dépit du manque d'espace, l'artillerie, qui demeure l'arme de prédilection de Bonaparte, est évidemment bien pourvue. Artillerie du corps expéditionnaire français, mai 1798. 35 canons de siège de 28 et de 24 livres, 2 de 20, 5 de 16 armés à 600 coups par pièce. 72 canons de campagne de 17 et de 12 livres, 2 de 11, 35 de 8, 6 de 5, 12 de 4 approvisionnés à 500 coups. 24 obusiers de 4 de 8 pouces et 20 de 6. 40 mortiers de 15 de 12 pouces, 4 de 10, 18 de 83 de 5 pouces un quart. Total 181 pièces d'artillerie de tous types approvisionnées en moyenne à 300 coups. En plus de l'artillerie, l'armée doit morter 438 caissons à munitions, 248 chariots,
179 échelles, 599 150 sacs à terre, 10 644 pelles, 7 915 pics, 2786 haches, 27 forges dont 20 de campagne et 8067, 280 cartouches. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive, mais devant cette avalanche de matériel, la flotte connaît un tel état d'encombrement que cette situation exaspère grandement les officiers de marine. Commandant le navire de ligne l'Heureux, le capitaine de vaisseau Jean-Pierre Étienne exprime son mécontentement. Nous reçûmes de l'artillerie, des plateformes, des boulets, des caissons et des chariots. Le dehors du vaisseau était garni de roues, de brancards. L'embarras dans lequel me mettait cet attirail me fit solliciter mon débarquement. Mais personne ne débarque. Devant servir à escorter les transports, la flotte en est davantage réduite à un rôle de covoiturage. Les ponts et les entreponts, maintenant encombrés de soldats et de ravitaillements de toutes sortes, les officiers de la marine craignent le pire. Comment les hommes pourront-ils circuler à l'intérieur des navires pendant le branle-bas de combat? Comment pourra-t-on faire pour manœuvrer en cas de bataille? Voilà les questions que tous se posent. À ce sujet, Bourrienne témoigne de l'état d'esprit de l'amiral Bruet. Pendant la traversée, surtout entre Malte et Alexandrie, je causais souvent avec le malheureux amiral Bruet. Les renseignements qui nous parvenaient de temps en temps augmentaient ses inquiétudes. Il se plaignait amèrement de l'organisation de la flotte, de l'encombrement des vaisseaux et des frégates et surtout de l'Orient, du nombre de transports, du mauvais armement des vaisseaux, de la faiblesse des équipages. L'encombrement des bâtiments, et l'immense quantité d'effets civils et militaires que l'on emportait et que chacun voudrait sauver, ralentirait et gênerait les manœuvres. En cas d'attaque, même par une escadre inférieure, le trouble et le désordre parmi un si grand nombre de personnes amèneraient une inévitable catastrophe. Enfin, si les Anglais paraissaient avec 10 vaisseaux seulement, l'amiral ne pouvait avoir aucune chance heureuse. Il regardait une victoire comme une chose impossible, et même avec une victoire, que deviendrait l'expédition? Dieu veuille que nous passions sans rencontrer les Anglais. Avant son départ, l'amiral Bruet signifie au ministre de la Marine quelques inquiétudes qui vont s'avérer prémonitoires. Nous devons trouver l'anéantissement de notre marine, ou bien elle doit devenir prépondérante en Europe. Nous avons à combattre un ennemi puissant très exercé dans les manœuvres navales, ayant un nombre de vaisseaux au moins du triple des nôtres. Avec les navires chargés et encombrés de cette façon, la flotte est lourdement handicapée dans ses mouvements. Si les Français rencontrent Nelson pendant le voyage, les chances de victoire ou de lui échapper sont déjà très compromises. Du moins le pense-t-on. Afin d'escorter le convoi, la flotte comprend 13 vaisseaux de ligne, 9 frégates accompagnées de 11 corvettes et avisos. En général, sauf pour les navires Mercure, guerriers et conquérants qui prennent de l'âge, l'ensemble des navires est de bonne qualité. Par exemple, l'Orient, qui possède 120 canons, figure comme l'un des plus puissants du globe. Ce dernier est accompagné de 3 vaisseaux de 80 canons et de 9 de 74 canons. En ce qui concerne les officiers qui les commandent, Napoléon prononce un jugement très sévère et sans équivoque. Quant aux officiers, le vice-amiral Bruet, officier de l'ancienne marine, passait pour un des meilleurs marins de la République. Les 2 tiers des vaisseaux étaient bien commandés, mais l'autre tiers l'était par des officiers incapables. Cependant, en raison du manque constant de marins, la flotte souffre d'un plus grand mal. Car après avoir passé plusieurs longs mois en mer, les matelots quittent le bord sitôt rentrés en France. Indubitablement, cela entraîne une grave pénurie de personnel. Bruet demande au ministre de la Marine de prendre des mesures. Il faut des lois sévères sur la désertion des marins. Il est même étonnant qu'on s'en soit si peu occupé. Le soldat qui déserte lorsqu'on va à l'ennemi est fusillé sur le champ, et le matelot quitte les bâtiments au moment du départ sans qu'il lui soit infligé la plus légère punition. Vous n'ignorez pas que souvent cela a paralysé nos forces navales, ou retardé le départ des bâtiments. Il est temps de mettre fin à un pareil désordre. Bien qu'ils connaissent la situation et que Bruet leur suggère des solutions radicales afin d'y remédier, par exemple l'instauration d'un conseil de guerre ayant droit de vie ou de mort sur les déserteurs et les autres récalcitrants, les responsables de la marine n'ont pas le temps ni la volonté de promulguer de telles mesures. Dans le but de reconstituer les effectifs de la flotte, la Commission explique à Bonaparte qu'elle a dû recourir à des expédients plutôt brutaux. Levée des marins.
Cet objet, d'une importance capitale, a continuellement occupé la commission. Elle a convenu avec le général Duguat de faire cantonner les troupes près de la mer de Martigues à Saint-Tropez, puis les employer à un jour déterminé pour cerner les quartiers maritimes et rechercher les réfractaires. Cette mesure va s'exécuter incessamment. La commission a jugé que, dans les circonstances actuelles, il était indispensable de recourir à des moyens encore plus rigoureux. Ces expédients consistent à exécuter des rafles dans les tavernes et les bordels du port afin d'enrôler, de gré ou de force, les jeunes gens qui les fréquentent. À Marseille par exemple, la troupe cerne les quartiers maritimes pour rafler tous les hommes qu'on peut trouver. On décide également que les patrons pêcheurs de moins de 40 ans et les maîtres au petit cabotage qui n'ont pas navigué depuis 3 ans seront inclus dans la levée. Pour éviter les désertions, on les maintient de force à bord des navires. En outre, afin de combler la pénurie d'artilleurs de marine, Bonaparte se tourne vers les soldats de la 6e demi-brigade d'artillerie. Mais toutes ces mesures sont loin d'être suffisantes pour combler le manque de personnel puisqu'il manque encore 1/5 des effectifs réglementaires. Dans ces conditions, le pessimisme de l'amiral Bruet quant au succès de cette traversée est justifié et cela est d'autant plus problématique que les nouveaux marins manquent généralement de compétences et de coordination pour effectuer les manœuvres. Comme nous avons pu le constater, l'ampleur logistique de l'expédition et l'état d'encombrement des navires sont considérables. Mais ce n'est pas le plus alarmant, car le financement de l'expédition n'est pas un exercice facile. En fait, si on ne trouve pas rapidement de l'argent, le projet peut être annulé. Afin de résoudre ce casse-tête, il doit employer divers expédients plus ou moins douteux qui auront pour effet d'assurer la bonne marche des préparatifs. Dans cette optique, aussi soumis qu'ils soient, nous pourrons constater que les différents collaborateurs de Bonaparte sont d'une grande importance dans l'accomplissement de cette vaste entreprise. 4. Le financement. Dès le départ, le financement de l'entreprise sombre dans les pires difficultés parce qu'en raison de la conjoncture économique et de la négligence du gouvernement, les coffres de la France sont vides. Évidemment, les reconnaissances de dettes n'étant plus acceptées, les marchands veulent désormais être payés en espèces sonnantes et trébuchantes. Sans autre choix dans les circonstances, il faut recourir aux mêmes expédients qui ont fait le succès financier de la première campagne d'Italie, c'est-à-dire à l'extorsion ainsi qu'aux réquisitions arbitraires. Ainsi, ce sont les pays limitrophes et les républiques sœurs qui devront assumer la plus grande partie des coûts reliés à ces dépenses. Afin de rassembler toutes les fournitures et payer rapidement les soldats, Bonaparte prend des mesures draconiennes. Pour ce faire, l'Italie est mise en coupe réglée ainsi que la Suisse et la Hollande. Dans le cas de l'Italie, c'est Rome qui est directement affectée. Conquise par l'armée française, la ville est proclamée République romaine et comme c'est l'habitude, sous le couvert de réparation monétaire, elle subit la politique du Directoire qui se traduit essentiellement par une extorsion de ses richesses. La déchéance du pape est prononcée et dans la foulée, Berthier expédie le vieillard en France où il meurt l'année suivante. Afin de calmer les émeutes populaires causées par l'administration désastreuse de Masséna, qui, comme nous l'avons vu d'entrée de jeu, a remplacé Berthier le 20 février, Desaix débarque dans la capitale le 4 avril 1798. Non sans quelques difficultés, ce dernier rétablit enfin la situation. Au cours des jours qui suivent, il réussit à écouler, par le truchement du consul Belleville, les diamants et les pierres précieuses du pape qui furent donnés en gage après les émeutes de janvier. Concernant la vente de toute cette joaillerie, Bonaparte compte en tirer pas moins de 200 000 francs. À ce sujet, il écrit à Belleville : « Ainsi, voilà 800 000 francs que vous avez reçus pour l'embarquement. Cela doit vous suffire. D'ailleurs, les diamants que vous vendez vous mettront peut-être à même de pouvoir prendre 200 000 francs s'il est nécessaire. » Afin de se procurer la somme nécessaire, Berthier emprunte sur la valeur des diamants ce qui permet à Bonaparte d'en tirer 400 000 francs. Dans les circonstances précaires du moment, cette somme apporte une aide inestimable pour le financement des points d'embarquement de Gênes et de Civitavecchia. Pendant ce temps, sous prétexte de défendre les patriotes vaudois contre les tyrans de Berne, le général Brune entre en Suisse et destitue le gouvernement local. Il crée une nouvelle république qui, désormais, sera sous l'entière domination de la France. Aussitôt l'opération effectuée, directement prélevée sur le trésor de Berne,
Bonaparte donne l'ordre de verser 3 millions de francs dans la trésorerie française. La trésorerie donne l'ordre, citoyen général à son payeur à Berne, de faire passer 3 millions à Lyon. J'expédie l'ordre de la trésorerie par un courrier extraordinaire. Comme ces 3 millions sont destinés à l'armée d'Angleterre, je vous serai obligé de me faire connaître le jour où ils pourront arriver à Lyon, et en quelle monnaie. Il serait nécessaire que le plus possible, ce fût en monnaie de France. Le trésor de Berne est pratiquement pillé dans sa totalité. Voici d'ailleurs un extrait du bordereau qui nous démontre l'ampleur de la transaction. Extrait du bordereau des fonds existants, dans les caisses du canton de Berne. Il restait le 16 germinal. Lices. Expédié le 18 pour l'armée d'Angleterre. 3 millions. Reste le 18. Lices. Sur quoi déduire la valeur des lingots et autres matières brutes dont l'estimation se trouve comprise dans la somme ci-dessus, 600 000 T. Reste en vieille monnaie étrangère. 530,0381 T. Lices. Or, le commandant en chef de l'armée d'Helvétie, le général Schauenberg, n'est pas disposé à envoyer les 3 millions de francs à Bonaparte qui en a grandement besoin pour compléter les armements de la rade de Toulon. De plus, ce dernier exige de l'argent pour régler la solde de ses propres soldats qui n'ont pas été payés depuis des lustres. Mais en dépit de ses protestations, il doit s'exécuter et se contenter de ce qui demeure dans les coffres de Berne. De façon simultanée, la Hollande, la République batave, est également victime des extorqueurs de Paris. Le général Joubert y entre après que les agents français y eurent organisé un coup d'État. Un directoire est constitué et aussitôt il fait savoir à Paris: nos vaisseaux, nos équipages, nos trésors sont à vous. Disposez-en, menez les Bataves à la gloire, punissez les fiers Anglais et rendez la paix au monde. On applique la même politique pour la République cisalpine, qui, encore une fois, est mise en coupe réglée. J'ai bridé les Cisalpins avec des chaînes de fer, dit Talleyrand. Ils ne pourront pas concevoir une idée ambitieuse sans la permission du Directoire. La République cisalpine doit entretenir une armée de 25 000 soldats français, et pour ce faire, payer 18 millions par an et soutenir la France de toute sa fortune. Le traité est signé à Paris le 22 février 1798. Du même coup, le roi du Piémont est renversé. Ces mesures peuvent paraître relevées du grand banditisme, mais elles sont des plus essentielles, car comme nous l'avons vu plus tôt, il faut payer pour les fournitures et facteurs des plus aggravants. La révolte gronde chez les soldats. Le 5 février, le général Delmas écrit à Berthier que les hommes de sa division sont dans la plus grande misère depuis 4 mois sans paye. Barraguet d'Illiers signale également la détresse de ses troupes qui manquent d'argent. Des officiers ont été obligés de vendre leurs habits pour vivre, se faire blanchir et s'acheter des choses de première nécessité. La situation atteint son paroxysme lorsque les hommes de la 4e légère se mutinent au moment de s'embarquer pour la Corse. À Mantoue, le retard de la solde provoque une insurrection générale de la garnison. Comme une maladie contagieuse, les mêmes troubles se répètent à Brescia. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.